Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Azul International dans votre émission L'invité du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une voix majeure de la pensée contemporaine, un philosophe, un écrivain, un passeur d'idées qui n'a cessé depuis plus de 30 ans maintenant d'explorer les grandes questions du sens, de la sagesse, de la condition humaine, Frédéric Lenoir, auteur de plus de 50 ouvrages traduits dans de nombreuses langues maintenant à l'international. Il a marqué le débat intellectuel par sa capacité à rendre la philosophie accessible à tous. Après son passage à Montréal où, lors d'une conférence consacrée à son nouveau livre « Les 5 piliers de la sagesse », paru le 15 octobre 2025, Frédéric Lenoir nous invite à repenser notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde, à travers 5 clés universelles, inspirées aussi bien de Socrate, Bouddha, Confucius ou Spinoza. Dans cet entretien, nous reviendrons bien sûr sur son parcours, son cheminement personnel, sa vision de la sagesse aujourd'hui et ce que ces enseignements peuvent changer concrètement dans nos vies quotidiennes. Vous écoutez Radio Azul International, restez avec nous pour ce petit moment d'échange nourrissant, profond et accessible. On le rappelle à nos auditeurs, vous êtes aujourd'hui plus de 12 millions à nous écouter sur la plateforme. Merci à tous pour votre fidélité, votre curiosité intellectuelle. Frédéric, bonjour, bienvenue sur Radio Azul International. Bonjour Nirina. On est très ravis de vous avoir aujourd'hui. On va parler un petit peu de votre parcours, de votre dernier livre. Ça va être un petit peu condensé. Vous avez exploré le religieux, la philosophie, la spiritualité, l'éthique, l'éducation. Avec le recul, diriez-vous que votre parcours est celui d'un chercheur, d'un passeur ou d'un artisan du sens ? Tout ça. Pourquoi choisir? Moi, je dis, on pourrait rajouter un éveilleur. C'est-à-dire, j'essaye de transmettre, effectivement, à des gens qui cherchent du sens. Donc, je suis un passeur, oui, tout à fait. Et j'ai cherché surtout à comprendre ce qui m'a nourri moi-même. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de tomber dans la philosophie quand j'étais pas enfant, mais presque. Ouais. Vers 12-13 ans, j'ai déjà découvert les dialogues socratiques. Ça m'a passionné. Puis, j'ai découvert le bouddhisme et tous les grands courants spirituels du monde. Et puis, j'ai eu envie de les transmettre, ce qui m'avait nourri, ce qui m'avait donné du sens, ce qui m'avait mis dans la joie. J'ai eu envie de le transmettre à des gens qui n'ont pas forcément de culture philosophique, ouais. À des gens qui n'auraient peut-être pas le temps ou la confiance en eux pour lire des textes un peu difficiles. Et donc, j'ai eu envie de transmettre la quintessence de tous ces messages philosophiques et spirituels qui ont donné du sens à ma vie. Et c'est pour ça que j'essaye de faire des livres accessibles à tous. C'est dingue quand on y repense, 12-13 ans quand même, c'est pas du tout le genre de lecture qu'on s'attend à tomber dessus en fait. C'est vrai, mon père était passionné de philo. D'accord. Et puis un jour je lui pose des questions et il me dit mais lis ce bouquin, et c'était le banquet de Platon. Ok. Et donc effectivement j'ai eu le virus de la philosophie très tôt. Ouais. Mais vous savez, les petits enfants sont philosophes. Regardez les questions qu'ils posent dès l'âge de 3-4 ans, c'est mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est les grandes questions philosophiques. C'est vrai. Et c'est pour ça que je fais philosopher les enfants. Depuis 10 ans, j'ai créé une association qui s'appelle SEV. Ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et en fait, le but, c'est de faire des ateliers de philo dès l'école primaire. D'accord. Et c'est extraordinaire de voir les enfants, les capacités philosophiques qu'ils ont. Ils se posent des questions. Ils sont très ouverts. Ils s'étonnent. Et vous savez, Platon nous disait, la philosophie commence avec l'étonnement. Parce qu'on se dit, mais pourquoi les choses sont comme ça? Qu'on commence à réfléchir. Ouais. On se contente pas les gens sont blasés. La plupart des gens, ils se posent plus de questions. Mais les enfants, si. Ils disent, mais pourquoi c'est comme ça? Et donc, du coup, on cultive ce questionnement philosophique avec les enfants. Et moi, je suis un enfant qui suis resté, en fait, philosophe. Les enfants le sont naturellement et puis certains le demeurent. C'est vrai, et c'est assez intéressant parce que les enfants posent des questions à laquelle les adultes n'ont pas de réponse. Bien sûr, et c'est ça qui est... Et alors, on leur dit, mange ta soupe. On sait pas quoi répondre. Mais vous savez, c'est très intéressant parce que comme je fais des ateliers philo avec les enfants, les enfants, ils apprennent à argumenter. On leur dit toujours, ne dis pas simplement une opinion, mais argumente, donne des arguments. Pourquoi tu penses ça? Et un jour, j'ai un père de famille qui me dit, oh là là, mon fils, ça fait 1 an qu'il fait des ateliers philo. C'est très compliqué à la maison maintenant parce que chaque fois que je lui dis fais ça, il me dit papa, argumente. Et c'est vrai. C'est-à-dire que les enfants, faut qu'ils développent un esprit critique, une pensée personnelle, comme disait Montaigne, l'éducation nous fait faire des têtes bien pleines. C'est-à-dire qu'on bourre la tête de nos enfants avec un tas de connaissances en géographie, histoire, mathématiques et tout. Mais ça devrait surtout nous aider à faire des têtes bien faites. Ouais. C'est-à-dire apprendre aux enfants à bien penser, à discerner. Et ça n'a jamais été aussi important aujourd'hui, où ils sont pris dans les réseaux sociaux avec plein de fake news, dans toutes les manipulations possibles et imaginables. Eh bien, les enfants et les adultes aussi d'ailleurs ont besoin d'acquérir plus de discernement peut-être encore qu'avant.
C'est vrai, c'est quelque chose qui fait réfléchir tout de même. À un moment, vous avez choisi de quitter certaines fonctions pour vous consacrer davantage à l'écriture, à la transmission. Est-ce que c'était en fait un choix de liberté, de cohérence ou de nécessité intérieure? Je crois que c'est plutôt de nécessité intérieure parce que je dirigeais un journal qui était très connu en France. Je faisais une émission sur France Culture. Enfin, tout allait très bien. Et je me suis dit, mais je consacre quand même beaucoup de temps à faire des activités que d'autres pourraient faire. Oui. C'est-à-dire que d'autres gens que moi pourraient diriger un journal, pourraient faire une émission de radio. Et donc, allons vers quelque chose, consacrons tout mon temps à deux choses. C'est-à-dire quelque chose où je me dis, il y a peut-être que moi qui saurais écrire ça, donc le dire avec des mots personnels, donc consacrer plus de temps à l'écriture, et puis consacrer plus de temps dans les engagements sociétaux. Et donc j'ai eu envie, j'avais 50 ans, je me suis dit, mais non, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai envie de m'engager davantage pour la société, pour transformer la société. D'où la création de Sève, pour faire philosopher les enfants, et on fait plus de 10 000 ateliers de philo par an depuis 10 ans, donc c'est vraiment, ça touche les écoles. Énorme. Et puis, j'ai créé récemment la Maison des Sagesses pour que les adultes puissent aussi réfléchir, avoir des cours de philosophie en ligne toutes les semaines, des séminaires, des colloques, etc. Et donc, et puis j'ai créé une association pour les animaux parce que je m'intéresse beaucoup aux animaux et à la cause animale. Et je trouve, ils ont pas de voix, donc il faut qu'il y ait des voix qui soient nombreuses pour parler, pour les défendre, en fait. Et puis, je soutiens plein d'associations. Donc, j'ai eu envie de m'engager davantage et de consacrer plus de temps pour ça. C'est beau tout de même. J'avais juste une question par rapport à ça, c'est que est-ce que ces dernières années, il y a davantage d'adultes justement qui s'impliquent dans ces ateliers par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y a 10 ans, 15 ans? Je sais pas si c'est plus ou moins. Je sais que il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de s'engager. Ouais. Et ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on nous parle tout le temps du malheur du monde, etc. Mais en fait, le seul moyen de faire reculer le malheur du monde, c'est s'engager. Ouais. C'est-à-dire de faire quelque chose chacun à son niveau, avec ses compétences, ses talents, et qui sont très divers. Ça peut être aller aider à donner la soupe populaire le soir en bas de chez soi. Ça peut être de faire mieux réfléchir les gens. Ça peut être de faire toutes sortes d'activités qui font que on va éduquer l'ignorance. Vous savez, Socrate nous disait, la cause de tous les maux, c'est l'ignorance. Oui. Et donc, dès qu'on fait progresser la conscience, la connaissance, on fait reculer le malheur du monde à long terme. Et puis, on peut le faire reculer à court terme en s'engageant de manière humanitaire dans des causes, il y en a partout autour de nous. Non, c'est vrai. Et puis, il y a cette idée aussi en aidant les autres, on s'aide soi-même. Donc, il y a ce travail, en fait, qui est... Tu sais, il y a une phrase de l'Évangile qui dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vrai. Et moi, je l'ai expérimenté toute ma vie. Chaque fois que j'ai donné quelque chose qui en plus me coûtait ou qui me prenait de l'énergie, du temps, j'ai eu une joie immense en fait à donner. Et je me souviendrai tout le temps. C'est peut-être la fois où j'ai conscientisé ça très fort. Je devais avoir pareil adolescent, 13-14 ans. Il y avait une mode à l'époque en France, vous étiez pas né. C'était la mode des ponchos. C'est-à-dire tout le monde voulait porter des ponchos. Et mon père m'avait ramené du Mexique. Il voyageait beaucoup, un magnifique poncho. C'était l'hiver. J'étais trop fier. Je sors dans la rue, puis il neigeait un peu, et je vois un clochard qui grelottait de froid au pied d'une porte cochère. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il est en train de grelotter de froid, et moi j'ai je lui donne mon poncho. Et à ce moment-là, il se met à pleurer, je me mets à pleurer. Et il y a eu une joie immense qui a inondé mon cœur. Et je me suis dit, mais il faut donner, parce que c'est quand on donne quelque chose de précieux qu'on a les plus grandes joies. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on a envie de vivre dans cette espèce d'échange de la vie où on donne, on reçoit, on a le cœur ouvert. Voilà, j'ai appris à vivre le cœur ouvert et pas que l'intelligence. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important de développer l'intelligence, la connaissance et tout, mais tout doit être lié au cœur. Et donc, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de tolérance, s'il n'y a pas d'empathie, etc., ça sert à rien. D'être juste intelligent, ça suffit pas. Il faut aussi, c'est pour ça que les 2 premiers piliers de la sagesse, dont vous parliez de mon livre, les 5 piliers de la sagesse, c'est la connaissance et l'amour. Et ils vont ensemble. Et il faut toujours passer notre réflexion, notre connaissance au filtre de l'amour. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va faire du bien? Ou au contraire, est-ce que la découverte que je vais faire, les idées que je vais développer, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur les gens, sur la société? Et donc, voilà, faut penser avec son cœur. Ça invite quand même beaucoup à réfléchir, surtout si on n'a pas du tout l'habitude. On va revenir un petit peu... pourquoi aujourd'hui on va revenir à la sagesse? Ce mot, en fait, il peut sembler un petit peu ancien ou galvaudé. Pourquoi la sagesse? Oui, vous avez bien raison. C'est vrai que j'ai voulu le réhabiliter un peu parce que ça fait un peu austère. On se dit, sois sage et tais-toi, quoi. C'est un peu l'injonction à la sagesse. Mais en fait, c'est un très beau mot parce que
La sagesse, Sophia en grec, en fait, et en latin c'est sapere, ça veut dire savourer la vie. La sagesse, c'est la philosophie comme art de vivre. Comment bien vivre sa vie. C'est ça la sagesse. Et les anciens, ils mêlaient à la fois la philosophie et la spiritualité. Ouais. C'est-à-dire la réflexion critique par l'intelligence, c'est la philosophie, la spiritualité, c'est l'âme. Et en fait, il y a les deux. Et ça s'appelait la sagesse, Sophia. Et donc, au fond, ce mot, il réunit à la fois la philosophie et la spiritualité. Parce que quand on parle que de philosophie, on peut être que dans la rationalité, ce qui peut être un peu desséchant. Et quand on parle que de spiritualité, on est dans le cœur, on est dans l'âme, mais il faut aussi la connaissance et la réflexion. Et le mot qui réunit les deux, c'est la sagesse. Alors, il faut réhabiliter ce mot qui est magnifique. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça, et surtout d'y donner en fait la force que ça représente. Qu'est-ce qui vous a donné l'urgence d'écrire en fait ce livre maintenant ? Et c'est une bonne question, c'est parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de sagesse qu'à notre époque. Parce que en fait, le cœur de l'homme n'a pas changé. C'est-à-dire que on a, quand vous voyez les dialogues socratiques il y a 2500 ans, quand vous voyez les écrits du Bouddha, vous vous rendez compte qu'ils décrivent parfaitement bien les sentiments humains, nos émotions, nos contradictions, nos désirs, nos aspirations, nos craintes. Le cœur de l'être humain n'a pas changé. Ce qui a changé, à une vitesse folle, au cours des 30 dernières années, c'est notre monde. Tout le reste. C'est l'environnement dans lequel on est, la technologie, le numérique a envahi nos vies, ça bouleverse complètement nos vies. Et je dirais que on a toujours les mêmes aspirations, les mêmes contradictions, etc. Mais en même temps, on a perdu nos repères et on est dans une accélération technologique qui fait qu'on ne sait plus comment orienter sa vie. On est pris par le fleuve, si vous voulez. Ouais. On est comme dans un fleuve en crue et on n'a plus le temps de réfléchir. Et du coup, on est là, on descend le fleuve. Et Aristote a une très belle image, il dit en fait la plupart des gens descendent le fleuve sans réfléchir. C'est-à-dire qu'ils suivent le courant dominant de la société et aujourd'hui c'est encore plus fort qu'avant. Et ils disent seuls les philosophes remontent le fleuve à contre-courant. C'est-à-dire qu'il s'agit par la sagesse de se poser, de réfléchir et de dire mais est-ce que c'est juste d'aller dans cette direction-là ? Est-ce que c'est juste de passer 3 heures par jour sur mes réseaux sociaux ? Est-ce que c'est juste de penser que je vais être heureux parce que je vais consommer, que je vais avoir une Rolex ou un sac à main Vuitton ? Est-ce que c'est juste de pratiquer, tout ce qu'on nous incite par toutes les injonctions sociétales à faire et le mode de vie qu'on a, est-ce que tout ça est juste ? Et donc prendre le temps de la réflexion, du discernement et après d'orienter sa vie consciemment, lucidement. Et ça, je pense qu'on n'en a jamais eu autant besoin. C'est un travail monumental quand même de se retrouver à contre-courant, de justement, si on reprend cette image de fleuve, en fait, d'être vraiment au milieu, dans le courant et de se dire non, je vais aller dans l'autre sens. Ça représente vraiment presque un effort surhumain. Pas surhumain, mais c'est juste savoir qu'on est capable de le faire. On peut le faire. Prenons par exemple notre téléphone portable. On peut passer son temps à être dessus et on peut dire non, je limite. C'est-à-dire que là, je vais prendre des heures où je le coupe, où je veux pas réagir, où je veux être simplement pris par ce que je suis en train de faire sans être dérangé tout le temps. Ouais. Et donc moi, quand je décide d'écrire ou je veux être avec des amis, je coupe mon téléphone. Il faut pas être. Et puis à des moments, non, je l'active, mais il faut être maître de la technologie. Il faut pas que ce soit elle en fait qui décide pour nous. Or, vrai. Pour beaucoup de gens, c'est toutes les sollicitations qui leur arrivent par le numérique qui décident pour eux. Et donc là-dessus, il faut de la résistance. Il faut un acte de résistance par rapport à la technologie pour la maîtriser. Et que ce soit pas elle qui oriente notre vie et qui finalement nous domine. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, ça va aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est vrai que j'ai la sensation que ça deviendra pire qu'un fleuve. Mais justement, on va revenir un peu, vous vous appuyez sur des figures aussi différentes. On a Bouddha, Socrate, Confucius, Spinoza. Qu'est-ce qui relie ces penseurs à travers le siècle, selon vous, en dehors de la compréhension de l'humain ? En fait, moi, ce qui m'a passionné quand j'ai étudié un peu tous ces grands courants philosophiques et spirituels, c'est de voir les convergences. Parce qu'ils sont dans des cultures complètement différentes. C'est vrai. Donc, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a la Grèce, ensuite on a Spinoza, Montaigne. Tout ça, c'est des cultures complètement différentes. Et malgré ces différences culturelles, qui fait qu'il y a souvent des grandes divergences sur le plan métaphysique. Par exemple, le bouddhisme ne croit absolument pas en Dieu. Il pense que l'univers est éternel. Et puis, les chrétiens, ils pensent et les juifs et les musulmans, qu'il y a un Dieu extérieur qui a créé le monde, etc. Donc, il y a des divergences métaphysiques énormes. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de convergences sur le plan pratique, dans la manière de gérer notre vie, de bien vivre. Et donc, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de voir qu'est-ce qui réunissait tous ces courants spirituels de cultures différentes à travers, au fond, la vie concrète. Et donc là, on voit qu'il y a des points communs fondamentaux, et c'est ces points communs fondamentaux qui nous rassemblent tous, que j'ai voulu mettre en avant et montrer qu'aujourd'hui encore, ils sont extrêmement précieux pour nous aider à bien orienter notre vie.
C'est vrai, c'est assez intéressant, surtout que c'est des époques complètement différentes en fait. Ils se connaissaient même pas d'ailleurs entre eux, parce qu'à l'époque, il y a 2500 ans, les Grecs ne connaissaient pas ce qui se passait en Chine. Donc, mais par contre, il y a eu des convergences parce que l'esprit humain est le même. C'est ça qui est passionnant, c'est que encore une fois, on a des modes de vie différents selon les cultures, mais notre raison, notre cœur est le même. Et donc d'ailleurs, on le voit quand on voyage. Moi, quand je voyage très souvent, dès que je suis au fin fond de l'Asie, de l'Afrique, dans des petits villages, etc., je vois un sourire, on se comprend, on partage les mêmes choses, les mêmes sentiments, sans parler, la même langue, on a les mêmes ressentis, les mêmes émotions, le même désir d'hospitalité, de partager. Donc au fond, il y a un langage commun de l'humanité par le cœur et par l'intelligence, et c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer comment ce langage commun peut, à travers ces grands personnages qui ont été plus loin que la moyenne des gens dans la réflexion et dans la connaissance d'eux-mêmes et de l'être humain, ça peut encore aujourd'hui nous aider à vivre mieux. Et c'est quoi la sagesse? Au fond, Socrate l'a défini comme mener une vie bonne et heureuse. Alors ça veut dire quoi? Une vie bonne, c'est vivre selon le bien. C'est-à-dire bien agir, en fait. C'est-à-dire respecter les autres, c'est-à-dire faire du bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, se respecter, c'est-à-dire bien agir. Et heureuse, ça veut dire apprendre à être heureux au-delà des aléas de la vie. Parce que la vie, c'est facile d'être heureux quand tout va bien. Et puis dès qu'on a un échec, une difficulté, une rupture sentimentale, un truc, tout de suite on est désespéré, on est très malheureux. Non. En fait, apprenons à trouver une sérénité et une joie intérieure qui ne dépendent plus uniquement des causes extérieures. Et ça, c'est la clé universelle des sagesses du monde, c'est de nous dire que le bonheur est à l'intérieur de nous. N'attendons pas qu'il vienne de l'extérieur. Ce que Cherchons-le. Mais trouvons-le à l'intérieur de nous et gardons-le à l'intérieur de nous. Et donc, ce que nous disent Épictète, par exemple, c'est que le bonheur et le malheur ne sont pas tant dans les causes extérieures, c'est-à-dire dans les événements qui nous arrivent de l'extérieur, ils sont dans le regard qu'on porte sur elles. Et vous avez deux personnes, ils peuvent leur arriver le même événement, une même maladie, un même échec. Il y en a une qui va s'effondrer parce qu'elle regarde ça comme quelque chose de terrible, et l'autre qui va au contraire grandir parce que se dit, à travers cette difficulté, cette épreuve ou cette contrariété, je vais changer quelque chose dans ma vie et je vais voir une opportunité qui va me permettre de m'améliorer. Et donc, en fait, on voit que c'est le regard qu'on porte sur les choses qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux. Mais ça, c'est tout un chemin intérieur qu'il faut faire. Et donc, lorsqu'on l'a compris, ça change tout. C'est-à-dire qu'on se laisse pas simplement balloter par les événements extérieurs pour être heureux ou malheureux, mais on apprend à vivre avec sa vie intérieure qui nous permet d'orienter notre regard vers ce qui nous permettra peut-être à travers une difficulté, un échec ou une épreuve, de changer quelque chose dans notre vie, de voir les choses autrement. Et la vie est tellement bonne et généreuse qu'elle nous apportera toujours un cadeau pour nous aider à rebondir, à repartir, une rencontre, etc., qui fait qu'on va, malgré la difficulté, progresser. C'est vrai. C'est vrai. On le rappelle d'ailleurs à nos auditeurs. Aujourd'hui, on va rappeler les 5 piliers que vous évoquez: se connaître, aimer, devenir libre, vivre l'instant présent et dire oui à la vie. Parmi ce pilier, lequel est le plus difficile à incarner dans notre société d'aujourd'hui et pourquoi? Alors, peut-être la présence. C'est-à-dire que effectivement, tous les sages nous disent sois dans l'instant présent et surtout sois présent à ce que tu fais. C'est parce que l'instant présent, on est obligé de se projeter dans le futur pour organiser sa vie. C'est très bon de se souvenir du passé, à la fois pour se souvenir des bêtises qu'on a fait pour pas les refaire, mais aussi des bons moments, des moments savoureux, des moments qui nous ont mis de la joie. Vous savez, Épicure, qui est le chantre de l'instant présent, nous dit il faut être dans l'instant présent, sauf sous la torture. Ça veut dire que quand on souffre, quand on est malade, c'est bon de se souvenir des bons moments du passé. Ça nous réconforte. Donc, faut pas avoir une dictature de l'instant présent. Mais en même temps, ce qui est important, c'est d'être présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, si on regarde, on lit un livre, on regarde un paysage, mais d'être attentif, de pas faire plusieurs choses à la fois. Or, dans le monde d'aujourd'hui, la grande difficulté, très difficile, c'est qu'on veut tout faire. Et donc, on fait la cuisine, en écoutant la radio, en parlant avec une copine au téléphone, en faisant les devoirs des enfants, on fait 5 choses à la fois. Et au minimum, quasiment 2. Et donc ça, du coup, ça nous empêche de savourer la vie. Ça nous empêche d'être présent aux petits plaisirs des quotidiens. Quand on prend notre douche le matin, au lieu de penser à tout ce qu'on doit faire dans la journée et d'être plutôt anxieux, savourons le bonheur d'avoir de l'eau sur notre corps. C'est une sensation merveilleuse qui nous donne de la dopamine, du plaisir. Quand on prend notre thé ou notre café, essayons de le savourer plutôt que d'écouter en même temps toutes les mauvaises nouvelles du monde. On zappe tous les petits plaisirs du quotidien et du coup, on tombe en dépression ou en burn-out parce qu'on n'a plus ces apports de dopamine, de sérotonine, de GABA, c'est-à-dire tous les neuromédiateurs qui sont
déclencher uniquement qu'on est attentif à ce qu'on fait. Et donc, si on court, qu'on nage, etc., et qu'on pense à autre chose, il y aura zéro impact sur notre humeur. Alors que si on fait des activités physiques, si on lit des activités culturelles, etc., et qu'on est présent à ce qu'on fait, on va être de plus en plus dans la joie, dans le plaisir, dans le bonheur, parce qu'on va avoir tous ces apports de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine, qui sont ces substances chimiques qui se déclenchent que quand on est présent à ce qu'on fait. C'est assez intéressant de prendre justement l'image de la douche parce qu'en général, on peut pas faire énormément de choses autre que se doucher, et c'est à ce moment-là en général que la plupart des gens ont leur moment de créativité, ils ont une idée qui arrive, ils ont un projet qui naît, c'est souvent dans un moment sous la douche, c'est vrai. Mais ça c'est bien de chanter, ça s'exprime parce qu'on ressent, c'est vrai, mais d'être présent, voilà, quelque chose qui peut éveiller, comme vous dites, des choses créatives, etc. Mais en tout cas, de pas être dans l'anxiété, de pas ruminer. Or le problème, c'est qu'on rumine beaucoup, notre mental n'arrête pas de penser. Faut couper le mental. C'est pour ça que la méditation, par exemple, c'est un exercice qui est très bon parce qu'il nous aide. Si on fait un quart d'heure de méditation par jour, on apprend à être présent à ses sensations, à sa respiration, à son corps et à couper la rumination permanente du mental. Donc, autant je dis, devenons plus intelligents, réfléchissons, mais coupons le mental le plus souvent possible pour être aussi dans la sensation. Il faut redécouvrir la sensation, le toucher, le goûter, les odeurs. Enfin, le monde est tellement beau et profitons de ce monde avec notre corps et sachons le savourer, le goûter. Moi, quand je me promène dans la rue, je téléphone pas parce que j'aime regarder la lumière, le visage des passants, les portes cochées, enfin tout m'intéresse. Et du coup, être présent en fait à ce qu'on fait, eh bien à la nature, au monde qui nous entoure, c'est une des plus grandes difficultés de notre époque. Hein. Et je crois que c'est une des choses qui, si on le faisait, qui nous rendrait beaucoup plus heureux. Mais c'est étrange parce que justement la rumination, moi personnellement, je l'identifie pas vraiment comme être dans le moment présent ou être dans la réflexion. On n'est pas dans le moment présent. J'ai l'impression que c'est plutôt une prison en fait. Ah mais complètement. C'est une prison intérieure. La rumination, c'est le mental qui fait qu'on ressasse en permanence nos soucis. Mais on tourne en rond. On tourne en rond. Et donc, faut pas ressasser les soucis. C'est bien de penser à telle chose, mais ça doit être précis, concret. Puis à un moment donné, il faut lâcher. Et d'ailleurs, c'est quand on lâche la rumination qu'il y a une idée qui va nous arriver. Quand vous marchez dans la rue, vous prenez votre douche, pof, l'idée arrive. C'est vrai. Parce que là, il y a une intuition qui va vous arriver, qui va régler le problème beaucoup mieux que si vous ruminez en permanence avec le mental. Parce que je pense que les gens font aussi, ils associent beaucoup la rumination à la réflexion. Or, c'est pas vraiment la même chose. Non, c'est pas la même chose. La réflexion, il y a un objet précis et on cherche au fond à bien réfléchir pour trouver une solution. Mais la rumination, c'est un peu incoatif, quoi. On se laisse prendre par des pensées qui sont souvent mêlées d'anxiété. Et du coup, c'est un état plutôt anxiogène. Ça débouche pas sur grand-chose. Non, généralement, non. Est-ce qu'on peut être sage sans être parfait? Parce que c'est vrai que quand on parle beaucoup de la sagesse, on parle beaucoup en fait d'être... On peut reprendre l'image d'un enfant. Quand un enfant est sage, en général, il pose pas de problème, il est très facile à vivre. Mais justement, si on revient, en fait, être sage sans être parfait, quelle place est-ce que vous laissez à l'erreur, à la fragilité et au doute dans le cheminement de la vie? Alors, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, on confond trop sagesse et perfection, tranquillité, enfin, le fait, alors que pas du tout. La sagesse, c'est nous aider à vivre pleinement, à savourer la vie, mais il y a de l'intensité, il y a de la passion, il y a des émotions fortes dans la sagesse. C'est pas s'anesthésier, c'est tout sauf ça. C'est au contraire savourer pleinement ses émotions, ses ressentis. Et donc en fait, et puis alors, faut surtout pas vouloir être sage, vouloir être parfait, je veux dire. Faut vouloir la sagesse. Je trouve qu'une des personnes qui l'a défini le mieux, c'est le psychiatre Carl Gustav Jung. D'accord. Il nous dit que tout le travail intérieur, qu'il appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir soi-même, et c'est une forme de sagesse laïque, si vous voulez. Il a mis en termes psychologiques tout ce que les grands spirituels disent au niveau de l'âme. Et en fait, il nous dit, le but n'est pas de devenir parfait, le but est de devenir entier. Et la différence est énorme. C'est-à-dire que être entier, c'est intégrer ses fragilités. C'est visiter ses peurs, c'est traverser son ombre, c'est être totalement soi-même avec toutes les dimensions lumineuses et les dimensions beaucoup plus ténébreuses. Et d'ailleurs, il a cette phrase formidable, ça fait partie des phrases qu'il faudrait graver chez soi. On ne devient pas lumineux en regardant la lumière, mais en rendant ses obscurités conscientes.
Autrement dit, il faut traverser ces ténèbres pour être lumineux. Si ces ténèbres, c'est quoi? C'est ces fragilités, c'est ces peurs, c'est ces parts d'ombre, etc. Donc, en fait, la sagesse nous aide à intégrer toutes les dimensions de nous-mêmes. Le conscient et l'inconscient, le corps, l'imaginaire, le cœur. C'est intégrer toutes les parts de nous et c'est surtout pas laisser de côté certaines choses comme la sensibilité, le cœur, le corps, les fragilités, etc. Et puis, autre chose très importante, il n'y a aucun sage, ça n'existe pas. Et puis peut-être le dit déjà, c'est un modèle en fait. C'est-à-dire c'est un but, c'est un objectif. Et moi ce que je dis, c'est qu'en fait la sagesse c'est une boussole. C'est-à-dire qu'on décide de s'améliorer comme être humain. Ouais. Il y a des gens, leur but c'est de gagner plein d'argent. Et ben moi mon but c'est de m'améliorer comme être humain, c'est grandir en humanité. C'est un philosophe québécois qui s'appelle Jean Proulx qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Grandir en humanité. Je trouve que c'est une super expression. Et donc la sagesse c'est grandir en humanité, c'est être plus libre. C'est être plus joyeux, c'est être plus heureux, c'est être plus lucide, c'est être plus conscient. Et donc, c'est ça être un bel être humain. C'est un être humain qui est libre, qui est conscient, qui est joyeux, qui est présent, qui est généreux. Et donc, c'est grandir en humanité. Et on ne cesse de grandir en humanité, mais on n'atteint jamais la perfection. C'est vrai. Et puis grandir en humanité implique aussi d'être conscient de ses limites, de ses imperfections. On accepte tout à fait de chuter, de se tromper. Moi, je fais encore plein de conneries. Et ben, je vis très bien avec ça parce que je me dis bon, je vais essayer de m'améliorer. Et puis de temps en temps, il faut avoir de la tendresse avec soi-même et même avec son ego, parce que notre ego qui nous pousse à être reconnu, à être aimé, ben c'est un moteur aussi. Et donc c'est un moteur de réussite professionnelle, de reconnaissance sociale dont on a tous besoin. Puis à un moment donné, on peut le lâcher. On peut se dire bon bah voilà, je vais pas non plus simplement faire les choses pour être reconnu, pour être aimé, mais ça peut être un moteur qui nous aide à grandir, à faire des activités, à nous pousser au-delà de nos propres limites, à grandir. Et puis il faut en être conscient, il faut se moquer de soi, faut avoir de l'humour par rapport à soi-même, il faut savoir que dans tout ce qui nous pousse à bien agir, il y a aussi de l'ego, il y a aussi du besoin d'être aimé, d'être reconnu. Il faut admettre tout ça, toutes nos imperfections. Faut pas séparer, vous savez, il y a une phrase de l'évangile qui dit, faut pas séparer l'ivraie du bon grain. C'est-à-dire qu'ils poussent ensemble. C'est-à-dire que la mauvaise herbe et le bon grain poussent ensemble. Et au fond, peu importe. Ce qui compte, c'est que notre vie s'améliore, qu'on soit plus heureux et plus utile au monde. Et si on fait ça, bah, tant mieux, et même si on est très imparfait. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement cette idée, on revient un petit peu sur l'idée en fait d'être entier. C'est vrai que de nos jours, la société, on est beaucoup dans la surconsommation, on est beaucoup dans une quête d'argent, on est beaucoup dans une quête de paraître en fait. Est-ce que c'est pas justement une idée qui se perd un petit peu, l'idée d'être soi, d'être entier? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? C'est pas que ça se perde ou pas, parce que ça a toujours été un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des gens matérialistes, mais même s'il n'y avait pas d'argent, de technologie, il y avait toujours des gens qui étaient plus dans la matière, et puis des gens qui sont plus dans l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont plus attirés par les choses de l'esprit, par le cœur. Bon, ça a toujours existé, ça. On le voit déjà, les Grecs en parlent très bien déjà. Il y avait des sophistes, des philosophes de l'Antiquité, ils philosophaient pour gagner de l'argent et être connus. Donc bon, ça existe déjà. Je crois qu'effectivement, c'est simplement de comprendre pour chacun d'entre nous que ce qui nous rendra le plus profondément heureux sont pas les choses extérieures. Et que si on n'est que dans les choses extérieures, on sera jamais satisfait. Il manquera quelque chose. Tout le temps. Et donc, déjà, le Sénèque nous disait, si tu veux être malheureux, compare-toi. Il y aura toujours quelqu'un qui a une plus belle femme, qui a une plus grande piscine, qui a une plus grosse voiture. Et donc, tu seras toujours malheureux si tu te compares. Or, aujourd'hui, effectivement, on se compare comme jamais. En permanence. Et avec les réseaux sociaux, ça s'accentue encore plus. Parce qu'on regarde tout le temps ce qu'ont les autres. Il a plus de followers que moi, plus de likes, plus de machin. Et du coup, on est malheureux, en fait. Et donc, faut arrêter de se comparer tout le temps. Il faut aller à l'intérieur de soi et puis trouver une satisfaction de choses qui ne viennent pas de la comparaison sociale. Et une fois qu'on a compris ça, mais on peut être heureux avec très peu de choses. C'est vrai. Et c'est vrai que vous avez tout à fait raison sur cette idée-là. On vit dans une époque, en fait, qui est tellement marquée par l'urgence, la performance, aussi la peur du futur. En quoi, justement, est-ce que la sagesse peut être une réponse ou ne serait-ce qu'un antidote partiel? Et pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles seraient, par exemple, 3 idées qu'ils pourraient faire tous les jours, habitudes qu'ils pourraient mettre en place pour justement converger un peu plus vers cet état de sagesse? Déjà, on n'arrête pas de se plaindre. On voit toujours ce qui va pas. Ça, c'est notre cerveau primaire, le striatum, qui agit en nous. Il est toujours, vous savez, c'est l'homme préhistorique qui est toujours en nous et qu'il avait peur qu'il y ait du danger partout. Et on est toujours anxieux et à anticiper le pire. Bon, il faut
utiliser notre cortex préfrontal qui nous permet d'avoir plus de conscience et de maîtrise de nous, et du coup passer de la plainte à la gratitude. Et au lieu de se plaindre et d'anticiper le pire, essayons d'être dans une pensée plus positive et de remercier tous les jours. Et moi, je passe ma vie à remercier. Je remercie le matin d'être en bonne santé, je remercie le soir de tous les beaux événements. Regardez dans une journée le nombre de petites choses positives qu'on peut avoir. Au lieu de ressasser les choses négatives qu'on a eues, ce qu'on fait spontanément, et puis de pas réussir à s'endormir parce qu'on s'est dit, il y a eu tel problème, tel machin, faut que je règle ça et tout. Faire l'inverse, dire merci en fait. Donc être dans la gratitude plutôt que d'être dans la plainte. Ça change tout. D'être présent à ce qu'on fait, c'est-à-dire d'avoir des moments où on est beaucoup plus attentif, de se dire je vais pas faire plein de choses à la fois, je vais essayer d'être attentif, d'être présent, et puis d'avoir des moments d'ouverture du cœur et de gratuité. C'est-à-dire par exemple de sourire à un inconnu dans la rue qui a l'air triste, de donner quelque chose à quelqu'un, de faire un cadeau sans dire que c'est nous, sans attendre en retour. Ouais. Des petits moments de gratuité. Si on fait ces moments où on développe la gratitude, la bienveillance et la présence, notre vie va changer. C'est vrai. Je pense que ces trois petits... En fait, ça apparaît comme des toutes petites choses, mais je pense que répéter chaque jour, ne serait-ce que sur une semaine, ça change complètement l'optique d'une semaine. C'est tous les petits pas qu'il faut faire chaque jour, en fait. Vous savez, il y a un conte amérindien que j'aime beaucoup. C'est un vieux sage qui dit à son petit-fils, tu sais, il y a 2 loups en toi. Il y a un loup qui est égoïste, cruel, compétitif, dominateur. Puis il y a un loup qui est généreux, qui est bon, qui est altruiste, qui est ouvert. Et ils se battent à l'intérieur de toi. Bon, on connaît tous ça, hein. C'est les 2 loups qu'il y a en nous. Et il lui dit, lequel va gagner? Et le petit-fils dit, je sais pas, grand-père. Et le grand-père lui répond, celui que tu nourris. C'est-à-dire que chaque jour, tu peux nourrir le loup qui est égoïste, plaintif, qui est jamais content. Tu peux nourrir le loup positif, qui a confiance en lui, qui aime les autres, qui a envie d'être généreux. Et selon ce que tu vas faire, ça va orienter complètement autrement ta vie. Autrement dit, une pensée arrive. Observe cette pensée. Est-ce qu'elle est dépréciative pour toi et pour les autres? Si c'est le cas, laisse-la tomber. Va vers des pensées qui sont plus positives. Si une parole arrive, dis-toi, est-ce qu'elle va blesser quelqu'un? Tu vois, essaie de filtrer en fait tes pensées, tes paroles, tes actes avec cette idée-là. Est-ce que je nourris le bon cruel ou est-ce que je nourris le loup cruel ou est-ce que je nourris le loup bon? Et au fond, chaque jour, on peut faire des toutes petites choses, des petits pas, des petites intentions qui vont complètement changer notre journée et qui vont complètement changer notre vie. Ça se fait pas après pas. Justement, si on reprend en fait ce conte, est-ce que c'est une domination d'un loup sur l'autre ou est-ce que c'est justement l'acceptation au niveau de l'enfant qu'il y a effectivement 2 loups? Vous avez raison. Je veux dire, celui qui apparaît justement, qui est plus dans l'ego sert quand même à sa part de positif sans être l'image qu'on en a aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'à la fois, là, j'ai dit les choses de manière un peu simpliste. Oui. C'est-à-dire qu'on a en nous, entre guillemets, on peut nourrir le positif ou le négatif, mais on a besoin du négatif aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut pas affamer complètement le loup négatif parce il est en nous de toute façon. Et donc, il s'agit, et là, ça m'amène à une question très importante. Il s'agit d'intégrer nos polarités et de comprendre dans la vie qu'il y a du positif, du négatif, le bien, le mal, le bonheur, le malheur, et que tout ça collabore ensemble et qu'on n'aurait pas conscience, par exemple, du bonheur si on n'était pas malheureux. Si on n'a jamais connu un jour le malheur, on ne sait pas ce que c'est que le bonheur. On n'aurait pas conscience du bien si le mal n'existait pas. On n'aurait pas conscience du chaud si on n'avait pas froid. Et donc, c'est parce qu'il y a les opposés qu'on peut grandir en conscience et savourer pleinement la vie. Et je vais aller beaucoup plus loin. Je dirais, on n'aurait pas conscience du prix de la vie si la mort n'existait pas. C'est que c'est parce qu'on est mortel qu'on sait que la vie a de la valeur. Si on était immortel, ça n'aurait aucune importance, la vie. Ce serait là, et puis c'est tout. Alors que là, on sait qu'il y a une finitude. Et du coup, plutôt que de vivre n'importe comment, profitons de cette conscience de notre finitude pour essayer de vivre mieux, pour essayer de faire des belles choses dans notre vie, pour essayer d'aller à l'essentiel, en fait. Et Montaigne le dit très bien, il dit « Je compense la brièveté de cette existence par l'intensité que je mets dans tout ce que je fais. » C'est vrai, et c'est assez beau. Et je pense que ce qui ajoute justement du mystère, c'est qu'on n'ait absolument aucune idée de ce qui se passe après la mort. Tout à fait. Donc on en fait quelque chose de majeur et espérons en tout cas que les gens mettent plus d'intérêt, de passion à vivre. Mais c'est vrai que ça contribue à de passion à vivre et à vivre bien. C'est vrai. Pour essayer à la fois de s'épanouir plus profondément et puis d'être en bonne relation avec les autres, avec la nature. Non, c'est vrai que c'est assez beau. C'est quelque chose à garder en tête. On va revenir un petit peu justement sur les enfants et sur les associations. Qu'est-ce que les enfants vous ont appris sur la sagesse que les adultes ont parfois oubliée?
Je vous disais tout à l'heure que on pense à cause des injonctions consuméristes qu'on va être heureux parce qu'on va avoir plus d'objets. Ouais. Un jour, je fais un atelier philo avec des enfants de 6-7 ans. Okay. C'était en Corse, à côté de chez moi, un petit village, et ils voulaient parler du bonheur. Et du coup, on commence à discuter, c'est quoi le bonheur? Et puis les enfants commencent à dire, on est heureux quand on a ce qu'on veut. Donc je veux une glace, je l'ai, je suis heureux. Je veux faire un câlin à maman, je fais un câlin à maman, je suis heureux. Puis il y a un enfant qui dit, je suis pas d'accord. Alors pourquoi? C'est là que ça devient intéressant. C'est toujours argumenté. Et il dit, non, parce qu'en fait, on n'est jamais content. Parce que moi, j'ai un jouet, j'en veux un autre. Il dit, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Wow. Et en fait, il a dit, il avait 7 ans, il a dit une vérité extrêmement profonde dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et donc, en fait, et d'ailleurs, il a retourné la classe. Ils ont dit, mais t'as raison, on n'est jamais content, on veut toujours autre chose, etc. Il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Il y a une phrase de Saint-Augustin qui le dit à merveille. Il dit, le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà. Et ça, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'il s'agit pas de se dire, il faut subir ce qu'on possède déjà. Il faut continuer de le désirer, apprendre à voir qu'il y a de la magie, de la poésie, de l'amour dans ce qu'on a déjà qui peut nous satisfaire autour de nous, qu'il faut pas toujours vouloir chercher ailleurs. Le bonheur n'est pas toujours ailleurs. Il peut être autour de nous, c'est dans le regard qu'on porte sur les choses. Et donc, en fait, les enfants, ils ont des vérités comme ça fulgurantes, qui fait que, ils nous apprennent plein de choses. Et je disais, c'est des petits philosophes. Alors, je pourrais raconter plein d'anecdotes. Si vous en voulez d'autres, j'en ai d'autres. C'est vrai que ce serait intéressant, en fait, d'avoir un jour un livre condensé, en fait, de ces vérités qui ne sortent que de la bouche des enfants. Alors, je l'ai fait. Ça s'appelle Méditer et philosopher avec les enfants. D'accord. Où après, j'ai fait 1 an d'atelier philo dans le monde entier, dans tous les pays francophones, en fait, en Afrique, au Canada, en France et tout. Et j'ai fait un livre qui explique ce que c'est que les ateliers philo avec les enfants, et avec plein de phrases d'enfants qui racontent, qui disent des choses comme ça absolument stupéfiantes. Et on voit que les enfants sont des petits philosophes et que après, en fait, on perd ça. D'ailleurs, je vais aller beaucoup plus loin. Les enfants sont des sages. Les petits-enfants, regardez, entre grosso modo 3 ans et 6 ans, ils sont dans la spontanéité, ils sont dans la simplicité, ils sont dans le moment présent, ils sont dans la joie, ils sont dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire toutes les qualités de la sagesse qu'on va chercher à retrouver tout au long d'une vie, parce que si vous êtes dans tout ça, vous êtes un sage parfait. Juste avant que la société, en fait, ne les efface. La société et leur ego, les deux. C'est-à-dire que l'ego va se développer avec des peurs, avec des besoins d'être connu, etc. Et puis, toute la société, la comparaison, etc. Le monde extérieur, Et donc, en fait, on passe notre vie, la sagesse, c'est passer sa vie à retrouver les qualités spontanées qu'on avait lorsqu'on était enfant. C'est vrai. D'ailleurs, c'est un sujet peut-être un tout petit peu à part, mais en général, il y a beaucoup d'enfants qui, dans ce créneau-là, se souviennent de leur vie antérieure, se souviennent de même d'être dans le ventre de leur mère, de sensations, de choses comme ça. Le sentiment d'être lié à Dieu ou à l'absolu, à quelque chose. Et ils disent des choses absolument incroyables. On se dit, mais d'où ça sort? Et puis après, ils oublient. Et on passe effectivement dans le combat de la vie. C'est vrai. Si vous deviez laisser nos auditeurs avec une seule idée issue des 5 piliers de la sagesse, laquelle aimeriez-vous qu'ils emportent avec eux en éteignant la radio, laquelle? Celle qui est pour vous la plus importante, qui est vraiment l'essence des 5 piliers de la sagesse. Moi, je dirais que le but de la sagesse et l'essence de la vie, parce que ça revient au même, oublions le mot sagesse, mais pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Je crois que c'est de passer de la peur à l'amour et de l'inconscience à la conscience. Je crois que tout être humain est sur Terre, c'est une école, la vie, et qu'on est sur Terre pour grandir en amour et pour grandir en conscience. Et ça, c'est des actes quotidiens qui vont nous permettre de le faire. C'est vrai. Et pour finir simplement, qu'est-ce qui nourrit votre propre sagesse? En fait, c'est les autres, c'est les rencontres, c'est la vie, c'est la vie, c'est tout ce qui se passe dans la vie qui me nourrit, qui me confronte à moi-même et qui m'aide à mieux me connaître et à essayer de m'améliorer, de grandir, d'être plus dans la joie, plus dans l'ouverture. Donc, c'est toute la vie qui est une école de sagesse. C'est l'école de la vie. Frédéric Lenoir, merci infiniment pour cet échange aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que le livre Les 5 piliers de la sagesse est paru le 15 octobre 2025. Il est disponible en librairie, il est disponible en ligne si vous voulez des informations complémentaires. Frédéric?
Et puis, j'ai créé la Maison des Sagesses aussi. Voilà. Et donc, ceux qui veulent suivre des cours de philosophie en ligne, il y a tous les jeudis soirs en direct des cours il y a un replay également. Et puis des séminaires avec des personnalités comme Christophe André Consponville, etc. Et puis des colloques. On a fait un grand colloque sur Jung l'année dernière. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur lamaisondessagesses.com. lamaisondessagesses.com pour nos auditeurs. Merci pour votre parole, votre clarté, votre temps et votre présence. Si cette entrevue vous a inspiré, n'hésitez pas à écouter l'intégralité sur notre site web radioazul.international et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et X pour découvrir nos prochains invités.